Donc nous accueillons maintenant l'association ECHO. Voilà, vous pouvez y aller, c'est à vous. Merci. Bonjour. Je m'appelle Marjolaine et j'ai créé en 2015 ECHO. Aujourd'hui, je m'engage au quotidien sur le terrain pour partager des savoir-faire écologiques avec toutes et tous, et notamment avec des personnes qui sont en situation d'exil. Nous sommes tous témoins, et 2023 encore plus, nous sommes tous témoins des guerres économiques pour l'extraction de minerais, d'énergie non renouvelable, des catastrophes climatiques, les inondations, les incendies, les séismes qu'il y a eu dernièrement à Haïti, au Maroc, en Chine, qui sont inédits et qui ont pour conséquence de déplacer des milliers de personnes. Et aujourd'hui, on a dépassé les 100 millions de déplacés et de personnes exilées dans le monde, et ce n'est que le début. Ça vient du coup appuyer le fait qu'on a vraiment besoin de lier justice environnementale, justice climatique et justice sociale et solidarité. On agit concrètement sur le terrain. Ça a commencé à Lesbos, à la frontière entre la Grèce et la Turquie, dans les camps de réfugiés. Aujourd'hui, on agit à Briançon, une petite ville de haute montagne dans les Hautes-Alpes, à la frontière entre l'Italie et la France, par où les personnes en situation d'exil passent été comme hiver, et à Marseille, ville méditerranéenne, où notamment le pape a appelé à la fraternité il y a quelques jours pour les personnes en situation d'exil. Deux territoires très marqués et par la migration et par des enjeux environnementaux. Depuis 2015, ECHO du coup, est un réceptacle juridique qui permet de porter des projets innovants, positifs, de développement durable et solidaire. Donc écologie et solidarité vont vraiment de pair. Les équipes au quotidien cherchent à incarner ces valeurs de cohérence, de sobriété, d'autonomisation et d'ouverture. Notre projet phare, le projet Low-Tech et Réfugiés, contribue à la résilience et à l'autonomie des personnes en situation d'exil via la diffusion de savoir-faire et de systèmes low-tech et par l'insertion sociale et professionnelle vers des métiers d'avenir. Aujourd'hui, après 6 ans d'activité et grâce au soutien d'un certain nombre d'entre vous, on a permis d'impliquer et d'impacter plus de 10 000 personnes, à la fois bénéficiaires et acteurs du programme, qui ont eux-mêmes fabriqué ou réparé plus de 9 000 objets low-tech, et tout ça en valorisant 86% de matériaux qui sont issus de la récupération, donc dans une démarche d'économie circulaire. Et qu'est-ce que c'est que la low-tech pour ECHO ? La low-tech, c'est une solution simple, utile, durable et accessible, adaptée aux besoins essentiels, comme l'accès à l'énergie, la mobilité ou l'habitat. La low-tech, c'est des systèmes respectueux de l'environnement, peu énergivores, peu polluants, qui valorisent les ressources locales ou matériaux récupérés. Elle nécessite du temps et des savoir-faire, deux atouts des personnes en situation d'exil. Chez ECHO, la low-tech, c'est par et pour les exilés. Ils peuvent ainsi répondre par eux-mêmes à leurs propres besoins, en valorisant leurs compétences et en s'insérant dans la société qui les accueille. La rencontre et le partage se font par-delà les barrières et les différences. Nous sommes réunis par le faire. Concrètement, nous réalisons des ateliers de découverte low-tech, des formations certifiantes et un accompagnement pour une insertion sociale et professionnelle vers des métiers écologiques et solidaires. Le travail du bois, la couture, réparation électronique, autant de savoir-faire dont nous avons besoin pour une société résiliente portée par des personnes résilientes. Et c'est pas fini. Est-ce que vous saviez qu'au lieu de jeter votre vieille imprimante, on pouvait récupérer le moteur pour fabriquer une éolienne avec laquelle on peut recharger un ordinateur ? Est-ce que vous savez qu'on peut chauffer l'eau d'une cuve en mettant une pile de compost sur le dessus ? Ou alors qu'on peut transporter jusqu'à 500 kg à vélo ? Je vous ai amené une petite banane fabriquée en bâche publicitaire, fabriquée par Yacouba, qui a été lui-même formé par une autre personne en situation d'exil. Ceci est une serviette hygiénique qui est surcyclée, réutilisable. Ça répond à un vrai besoin. Ceci est un tawashi, c'est une technique japonaise qui vient remplacer les éponges jetables. Ceci, c'est une ancienne lampe qu'on a transformée en powerbank. Donc c'est un rechargeur de téléphone portable à partir de vieilles batteries d'ordinateur.
Bon, je vous ai ramené plein de bazar. Hein. Ça, c'est du fil plastique très solide, fabriqué en quelques secondes à partir de bouteilles plastiques. Ou encore des cosmétiques faits maison. Donc plein d'innovations techniques accessibles pour toutes et tous qui répondent à des vrais besoins qu'on peut continuer à explorer et à exploiter pour permettre aux personnes de se réparer en réparant et de se construire en construisant. Les objectifs du coup de Low-Tech et Réfugiés, c'est à la fois de répondre à des besoins physiologiques, accès à l'énergie, à l'habitat, etc., à des besoins psychologiques qui sont très importants, de dignité, de confiance en soi. Il s'agit aussi de partager du coup les systèmes low-tech pour valoriser les savoir-faire préexistants des personnes. Elles viennent avec plein de compétences et de permettre la rencontre dans la multiculturalité et d'initier des apprentissages par le faire et ainsi de contribuer à l'insertion. Pour ça, on a toute une palette d'activités, des ateliers, des formations, des lieux ressources, du suivi individualisé dans lequel on vient piocher en fonction des besoins. Avec notamment des activités spécifiquement pour les femmes, parce que c'est un public particulièrement vulnérable qui a besoin d'une prise en charge particulière. Et on cherche aussi à capitaliser notre travail de plus en plus pour permettre un essaimage, que ce soit des tutoriels qu'on met en ligne, en libre accès, pour qu'ils puissent être répliqués à d'autres endroits, ou dans le partage en termes de méthodologie, sur la démarche low-tech, que ce soit avec des grosses ONG, avec la Croix-Rouge française, ou avec la Commission européenne, ou le Haut Commissariat aux réfugiés. Avant de vous parler d'argent, je voudrais vous parler d'humain. Parce que la première richesse de ECO, c'est ses équipes bénévoles et volontaires. 93% de l'équipe est bénévole et volontaire. Et aujourd'hui, c'est aussi une richesse qui se fatigue et qui s'épuise par rapport au fait qu'on est dépassé par les besoins. On a très peu de soutien de la part de l'État, voilà, on a très peu de subventions publiques. Et donc, c'est les dons citoyens et les dons des fondations privées qui nous permettent aujourd'hui d'agir au quotidien. Aujourd'hui, on espère lever 20 000 € à minima grâce à votre contribution, ce qui permettrait à la fois de permettre l'ensemble des dépenses du projet et notamment les frais de coordination, que ce soit sur l'antenne de Briançon ou de Marseille, pour pouvoir accompagner, former, coordonner les équipes de bénévoles et de volontaires. Je vous remercie et n'hésitez pas si vous avez des questions. Merci beaucoup à l'association ECO. Place aux questions. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Oui. Bonjour, la question que je me pose, c'est comment vous articulez avec les autres dispositifs d'accueil et d'accompagnement des réfugiés, puisque effectivement, il faut que vous puissiez les identifier pour les accompagner, et c'est des personnes qui doivent par ailleurs se loger. Donc, comment vous vous insérez dans l'écosystème d'accompagnement de ces personnes? Merci. Alors en effet, on travaille énormément en partenariat avec d'autres organisations qui répondent à d'autres besoins pour des mêmes publics. On a co-créé, il y a maintenant 2 ou 3 ans de ça, à Briançon, un tiers-lieu qui s'appelle les Terrasses Solidaires. Donc on est 5 structures, il y a Médecins du Monde, Refuge Solidaire, Secours Catholique, Tous Migrants et ECO. Et grâce à des investisseurs solidaires, on a pu acheter un bâtiment de 1 million d'euros qui aujourd'hui est fermé depuis maintenant 1 mois. Parce que les besoins nous ont dépassés, on a dû temporairement fermer le bâtiment. Donc ça montre à quel point on est à la fois solidaire et aussi ensemble dans les situations de crise. Et voilà, sur l'ensemble des territoires d'intervention, on a toujours travaillé au quotidien avec d'autres acteurs, à la fois des acteurs de la solidarité qui ont les mêmes bénéficiaires que nous, mais qui répondent autrement à leurs besoins, des besoins de santé, d'appui juridique, d'hébergement, etc. Ou aussi avec des partenaires d'un autre côté qui, eux, ont une compétence low-tech, une compétence environnementale, par exemple un atelier de réparation vélo, mais qui ont du mal à être inclusifs et à intégrer des personnes en situation d'exil dans leurs activités. Et du coup, on fait le pont entre d'un côté des acteurs de solidarité et de l'autre des acteurs de l'environnement. Bonjour Marjolaine. Est-ce que, je vois tout ça, je vois ce que tu viens de sortir de ta banane, je me dis, ça serait génial une petite boutique à Briançon dans laquelle je pourrais acheter mon powerbank, en sachant qu'en plus, ça va vers une belle cause. Est-ce que vous y avez pensé? Est-ce qu'il y a moyen de commercialiser ce que vous faites?
Alors en effet, on travaille beaucoup à des pistes d'autofinancement. Alors davantage en termes de prestations, en ce moment on est en train de fabriquer des toilettes à séparation urine-fesses pour des refuges de très haute montagne pour le club alpin français, mais aussi sur de la vente d'objets. On a actuellement à Briançon des bancs faits en ski et en palette, ils sont très jolis, 250 €, pas cher. Ou ça peut être aussi des bikinis faits en tricot par des femmes afghanes. Donc on a quelques objets qu'on commercialise, on évite par exemple les savons parce qu'il y a des normes assez strictes sur de la vente. Donc voilà, sur certains objets on le fait. Après il y aurait besoin de mettre de l'énergie, du temps dedans pour pouvoir vraiment le développer et en faire une source d'autofinancement plus conséquente. Aujourd'hui, on a priorisé en piste d'autofinancement le fait de proposer nos formations à 50% pour des publics non exilés. Donc, par exemple, les formations permaculture, où du coup, les participants non exilés payent leur formation. Et nous, avec notre esprit de débrouille, d'engagement, et puis le soutien du coup du 1%, de fondations, etc., de financer les places pour les personnes en situation d'exil, qui non seulement du coup ne payent pas bien évidemment leur participation, mais en plus ont besoin d'une prise en charge plus importante. Il faut de la traduction, il y a plus de prise en charge en termes d'hébergement, de transport pour ce type d'activité. Donc en tout cas, c'est un axe de travail au long cours. Une dernière question. Oui, moi je voulais savoir si du coup là vous étiez recentré vraiment sur Briançon ou vous continuez également à être toujours très actif dans les différents camps de réfugiés dont on avait déjà pas mal parlé. Oui, alors l'antenne de Lesbos, on l'a clôturée fin 2021. Ça a été un bilan quand même très très positif parce que pendant 3 ans, on a répondu au quotidien à des centaines de personnes qui ont pu réparer leur vélo, avoir accès à de la mobilité, isoler des tentes, éclairer des tentes. Donc c'était un très beau projet. Et aujourd'hui, la situation à Lesbos a largement changé. Il y a encore quelques bénévoles sur place qui continuent à utiliser les outils, les lieux qu'on a aménagés et qui continuent encore un peu les activités. Mais on se concentre sur Briançon, sur Marseille, qui sont 2 territoires qu'on connaît bien et qui ont aussi beaucoup de besoins. Est-ce qu'on a le temps peut-être pour une dernière question ? Une dernière question ? Oui ? Quels sont les objectifs à venir ? Vous disiez que 10 000 personnes ont été impactées, vous avez parlé de nombre d'objets, etc. Dans les années à venir, vous visez quoi ? Là, aujourd'hui, on a du mal à se projeter sur du long terme pour diverses raisons, notamment économiques. Donc, notre objectif aujourd'hui, il est déjà de consolider la structure et de lui permettre de continuer à agir. Elle est vraiment fragilisée. Elle est pas, je suis la seule salariée et il y a 2 antennes, il y a beaucoup de fonctions de support, etc. Donc, c'est difficile d'envisager du développement. Aujourd'hui, on est vraiment sur de la consolidation. On a déjà des palettes d'activités qui sont assez variées pour finalement un nombre de personnes et un turnover de bénévoles qui est très important. Par contre, on mise sur l'essaimage et sur le fait qu'il y ait d'autres acteurs qui ont plus de moyens, qui intègrent la démarche low-tech dans leur cœur de métier. Merci beaucoup, Marjolaine. On peut vous applaudir.